Nous sommes le 15 août 1977. Ce soir-là, l'astrophysicien Jerry Hellman assure la surveillance au radiotélescope de l'Université de l'Ohio, une grande antenne de 100 mètres de long utilisée dans le cadre du projet SETI, un programme qui vise à écouter le cosmos dans l'espoir d'y découvrir un message artificiel d'origine extraterrestre. En jetant un coup d'œil distrait sur l'impression des données, l'astrophysicien est stupéfait. Quelques minutes plus tôt, à 23h16 très précisément, un puissant signal radio a été capté. Hellman est si étonné qu'il s'empresse d'écrire dans la marge de la feuille « Wow ». Ce signal venait-il réellement d'ailleurs? Et ailleurs, c'est où? Pour la plupart des gens, l'expression « objet volant non identifié » est devenue synonyme d'engin interplanétaire. Pourtant, l'hypothèse extraterrestre se heurte à de nombreuses objections. Certains hommes de science vont jusqu'à la qualifier de non-sens. Il suffit, disent-ils, de considérer les énormes distances qui séparent les étoiles pour se rendre compte que l'idée même d'une visite extraterrestre est tout à fait ridicule. À titre d'exemple, prenons l'étoile la plus proche de notre Soleil, Alpha du Centaure. Cette étoile se trouve à un peu plus de 4 années-lumière de la Terre, c'est-à-dire la distance que parcourt la lumière en 4 ans. Considérant que la lumière voyage à 300 000 km à la seconde, nous parlons donc ici d'une distance moyenne de 38 billions de kilomètres, soit le chiffre 38 suivi de 12 zéros. Même en imaginant une civilisation extraterrestre capable de voyager à des vitesses proches de celles de la lumière, ces voyageurs mettent au moins 4 ans à venir chez nous et autant pour retourner chez eux. Et si l'envie leur prenait de troquer leur soucoupe volante pour une voiture filant à 100 km/h sur l'autoroute, nos voyageurs mettraient alors 120 millions d'années pour parcourir la même distance. Et pour faire quoi? Pour charcuter quelques vaches dans le Middle West américain? Pour kidnapper un postier de Boston? Pour recueillir quelques échantillons de lavande en Haute-Provence? Soyons sérieux. Nous savons aujourd'hui que l'étoile Alpha du Centaure ne remplit pas les conditions nécessaires à l'apparition de planètes habitables. Ce qui signifie que s'ils existent et qu'ils nous rendent visite, les extraterrestres doivent obligatoirement venir d'ailleurs, c'est-à-dire de beaucoup plus loin. Mais beaucoup plus loin, c'est où? Nous sommes peut-être en train de nous égarer. Ailleurs n'est peut-être pas aussi loin que nous le croyons. La vitesse de la lumière n'est peut-être pas aussi absolue que le disent les astrophysiciens. Et ailleurs, c'est peut-être nulle part. Bref, l'univers est loin de nous avoir livré tous ses secrets. La problématique des ovnis interpelle l'hypothèse extraterrestre à 2 niveaux. Primo, existe-t-il d'autres civilisations intelligentes dans l'univers? Et secondo, ces civilisations peuvent-elles nous rendre visite? Au plan biochimique, la vie, telle que nous la connaissons, ressemble à une recette de gâteau, c'est-à-dire qu'elle nécessite des ingrédients très précis pour éclore. Le professeur René Racine est considéré par plusieurs comme l'un des pères de l'astronomie québécoise. Les experts, dont je ne suis pas, pensent que la vie basée sur le carbone, les éléments comme le carbone, l'azote, l'oxygène et l'hydrogène, est la seule vie qui soit vraiment possible, qui puisse se développer, qui puisse développer le niveau de complexité moléculaire nécessaire à l'existence, à la vie d'organismes. Il y a d'autres possibilités théoriques. La silice, par exemple, peut se combiner avec l'oxygène, mais ça donne des choses comme le sable, et c'est loin d'être aussi malléable et aussi fertile que je ne sais pas, le sang, par exemple, qui est CNO. Donc, mais ces éléments-là, carbone, azote, oxygène, hydrogène, existent partout dans l'univers.
Donc, il faut que les conditions nécessaires à leur combinaison, à l'augmentation de leur complexité, à leur évolution en êtres vivants, soient réunies pour qu'on y arrive. Évidemment, elle seule, la réunion d'éléments comme l'hydrogène, l'oxygène et le carbone n'est pas suffisante pour déclencher ce processus éminemment plus complexe qu'est celui de la vie. À l'instar de notre recette de gâteau, mettre dans un moule des œufs, de la farine et du sucre ne donne pas nécessairement un Saint-Honoré. Pour ce faire, notre pâtisserie se doit d'être mise au four pendant un laps de temps déterminé et à une température précise. À l'échelle cosmique, la cuisson de cette mixture hydrogène-oxygène-carbone s'appelle les conditions planétaires. Il faut comprendre que les conditions requises pour que la soupe biologique ou vivante se développe sont extrêmement exigeantes. Il y a des éléments de temps, il y a des éléments de stabilité mécanique de l'orbite, de conditions de température à la surface ou dans la biosphère qui sont difficiles à réaliser. Et ça, c'est une chose qu'on sait depuis longtemps et qui nous porte à croire que l'émergence de la vie, et de la vie intelligente sur Terre, est un phénomène qui est incroyablement improbable. Pourtant, ça s'est réalisé. Bon, plus spécifiquement, on croit que les températures doivent permettre, bien sûr, des réactions biochimiques et donc doit être dans une gamme de températures qui soit modeste entre le point de congélation et le point de fusion de l'eau, par exemple, qui est un élément essentiel. Donc, il faut que l'orbite de la planète ou de l'objet sur lequel se développeraient ces choses-là soit très régulière. Les planètes orbitent les étoiles, la Terre comme autour du Soleil, et si la distance varie beaucoup, la température va changer. Vous voyez les inquiétudes qu'on a aujourd'hui d'une éventuelle augmentation de la température de l'écosystème terrestre de 1 ou même de 2 degrés. On parle de catastrophe. Donc, pour que ceci se produise, il faut que l'orbite terrestre demeure circulaire, presque parfaitement circulaire, la Terre toujours à la même distance du Soleil, à une précision de l'ordre inférieur à 1%. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Lorsque les planètes se forment, on le sait maintenant parce qu'on les voit se former, ou enfin des objets protoplanétaires autour d'étoiles jeunes, il y a un brassage dynamique intense. Et il n'est pas facile d'expliquer comment un système planétaire comme le nôtre, où on a 8 ou 9, si on inclut Pluton, planètes qui ont des orbites presque parfaitement circulaires, s'est développé. Donc, ça, ce sont les conditions, et ça nous donne aussi une idée de la difficulté de réaliser ces conditions-là. On y est parvenu ici, sur notre système planétaire. Il y a une planète, la Terre, qui est à la bonne distance pour que l'eau se tienne dans des conditions fertiles. Les eaux sont trop chaudes ou trop froides. Ça peut-être pas toujours été le cas. Le Soleil était plus brillant au début. Mars a pu avoir une température suffisamment élevée. Il y a peut-être de l'archébiologie sur Mars. Mais l'idée à retenir de tout ça, c'est que les conditions sont très exigeantes. Au début des années 1960, les scientifiques étaient plutôt optimistes quant à l'existence de la vie extraterrestre. On croyait que les conditions planétaires observables dans notre propre système solaire devaient être le modèle standard et que ce modèle devait être omniprésent un peu partout dans l'univers. Mais les découvertes récentes de planètes extrasolaires, c'est-à-dire situées hors de notre système solaire, sont venues tempérer cet enthousiasme. Il apparaît en effet que l'existence de systèmes planétaires stables serait en réalité beaucoup plus rare qu'on ne le croyait jusqu'à maintenant. La question d'établir notre connaissance ou notre confiance est une question de statistiques. Et Frank Drake, dans les années 60, 70, avait fait une équation mathématique relativement simple qui tenait compte des probabilités de chacun des facteurs requis pour que la vie se développe. Quelle est la probabilité qu'une étoile ait des planètes? Quelle est la probabilité que ces planètes-là soient stables au point de vue orbital? Quelle est la probabilité qu'il y en ait une à une distance suffisamment grande? Si on veut calculer la probabilité de communication avec les extraterrestres, quelle est la durée de vie d'une civilisation capable de communiquer, etc., etc. Et je me souviens très bien, à l'époque, on multipliait tous ces facteurs par le nombre d'étoiles qu'il y avait dans la galaxie et on obtenait comme réponse
quelques unités. Il y aurait quelques planètes habitables où la vie se serait développée dans le système galactique, dans notre Voie lactée. Mais on faisait l'hypothèse, par exemple, que toutes les étoiles avaient des planètes. Or, on sait maintenant que ce n'est pas vrai. On entend beaucoup parler de la découverte de planètes extrasolaires, mais il faut être conscient que les 80, à peu près, systèmes qui ont maintenant été découverts sont 80 parmi 3000 étoiles qui ont été examinées. Donc, la probabilité qu'une étoile ait une planète n'est pas de 100 %, c'est plutôt de l'ordre de quelques pourcents, 2 ou 3 %. Pire que ça, si on veut, pour les probabilités, la presque totalité de ces planètes découvertes autour d'étoiles, planètes extraterrestres, ont des orbites tout à fait irrégulières, elliptiques, où la température à la surface de la planète va changer entre moins 100 degrés Celsius à 300 degrés, pas sur des périodes de millénaires, mais sur des périodes de quelques jours ou de quelques semaines. Je dirais que le consensus au cours des dernières années, c'est relativement récent, 5 ans à peu près, et que la situation dont nous jouissons sur la Terre s'est produite très rarement à l'extérieur. L'optimisme de Drake, au début, eh bien, était basé sur le fait que dans notre galaxie, par exemple, eh bien, il y a plus de 10 milliards d'étoiles. Alors, à ce moment-là, bien, les chances qu'on en trouve quelques-unes, eh bien, où la vie aurait pu évoluer sur des planètes qui tournent autour de ces étoiles-là, eh bien, pourraient quand même être significatives. Mais aujourd'hui, eh bien, on a trouvé beaucoup de planètes massives. Et puis, un des éléments, eh bien, c'est qu'on pense que ces planètes massives-là, bon, bien, ne peuvent pas être formées près de leur étoile. Il faudrait plutôt qu'elles soient formées comme Jupiter, à une distance de 5 fois la distance Terre-Soleil, et puis qu'elles se déplacent vers l'étoile centrale. Au début, bon, bien, on se demandait comment on pourrait faire ça, mais en faisant une étude, eh bien, on s'est rendu compte que c'était relativement facile pour une planète comme Jupiter d'évoluer puis de migrer à partir de sa distance de formation jusque près de son étoile. Alors, si c'est le cas, à ce moment-là, bien, pourquoi est-ce que la Terre est toujours là où elle est, là où nous sommes présentement? Si Jupiter avait fait comme les autres planètes géantes qui se sont déplacées près de leur étoile, alors bien, la Terre ne serait plus là. Et c'est tellement facile que maintenant, bien, on pose plutôt la question inverse. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Et puis, il semble que Jupiter serait un cas différent des autres cas qu'on connaît, là, beaucoup des autres planètes extrasolaires. Heureusement, une fois ces conditions réunies, l'éclosion de la vie est beaucoup moins exigeante. En 1953, un jeune étudiant en biochimie, Stanley Miller, a placé dans une sphère les différents gaz qui étaient présents dans l'atmosphère terrestre il y a des milliards d'années. L'étudiant a ensuite entrepris de bombarder sa formule de puissantes décharges électriques, recréant ainsi les conditions climatiques originelles de la Terre. À l'issue de l'expérience, Miller a constaté que sa mixture s'était enrichie d'un élément supplémentaire, des acides aminés, les premières briques de la vie. L'expérience de Miller a prouvé qu'il était possible de faire apparaître la vie à partir de matière inorganique. Quant au passage de la vie organique à l'intelligence, ce n'est ensuite qu'une question de temps et d'habileté. Pour comprendre ce long processus, imaginons toute l'évolution de la Terre réduite à une journée de 24 heures. Si nous plaçons la formation de la Terre à 0 heure, la vie n'apparaît qu'à 5 heures du matin. Elle mettra ensuite toute la journée à se développer. Les premiers mollusques n'apparaissent qu'à 20 heures et les dinosaures à 23 heures. À 23h55 surgissent nos premiers ancêtres humains. À cette échelle, la révolution industrielle n'est vieille que d'1 centième de seconde et notre conquête de l'espace, elle, n'est entamée que depuis 3 millièmes de seconde. En imaginant qu'un long processus analogue se soit produit sur une autre planète, il est presque certain que la vie aura débouché sur une espèce intelligente.
Il est toutefois bien peu probable que cette vie aboutisse à des êtres humanoïdes, mais improbable n'est pas impossible. Le professeur Michio Kaku enseigne la physique théorique à l'Université de New York. Il est l'un des scientifiques les plus en vue de la physique quantique. Les exobiologistes, c'est-à-dire les biologistes qui étudient la possibilité qu'il puisse exister une vie intelligente sur d'autres planètes, affirment qu'il n'y a que 3 conditions essentielles à l'apparition de l'intelligence. La première est la capacité de développer un langage, une culture de communication de manière à ce que les apprentissages puissent se transmettre d'une génération à l'autre. La seconde est de posséder une sorte de main, un quelconque organe préhensile, un tentacule, une pince, des doigts, de manière à pouvoir manipuler l'environnement. Et la troisième condition, un globe oculaire ou une manière de sentir l'environnement. Mais c'est tout. Un quelconque sens de la vision, un moyen d'intervenir sur l'environnement et une sorte de culture, de communication, de langage. Au-delà de ça, n'importe quoi peut faire l'affaire. Regardez le royaume animal sur la planète Terre. Il y a beaucoup d'animaux qui, si on leur laisse quelques millions d'années, pourraient devenir intelligents. Les pieuvres, par exemple, elles ont des tentacules. Les homards ont des pinces. Les mammifères, s'ils avaient un pouce opposé, seraient capables de manipuler leur environnement. Uniquement sur la planète Terre, nous avons une incroyable variété d'animaux qui n'ont pas 2 yeux, un nez, une bouche, des oreilles, un menton et une boîte crânienne dans des proportions exactement semblables à celles des humains. Alors, lorsque je vois des illustrations d'extraterrestres qui sont exactement comme nous, j'ai tendance à me dire que ce sont là des réminiscences des films de science-fiction des années 1950, où on voyait des monstres aux yeux globuleux. Uniquement sur la planète Terre, la diversité animale est fabuleuse, en comparaison de ce que nous voyons dans les films de science-fiction. Je serais bien plus convaincu si je voyais une pieuvre ou un homard intelligent. Si quelqu'un me disait qu'il a été enlevé par une pieuvre intelligente, là, je serais vraiment impressionné. Mais si les formes anatomiques peuvent varier à l'infini, qu'en est-il de l'intelligence? Peut-on imaginer ce à quoi pourrait ressembler une civilisation extraterrestre jouissant de 1000 ou de 10 000 ans d'avance sur nous? Nous, les physiciens, lorsque nous regardons dans l'espace, nous croyons qu'il existe des civilisations de niveau 1, 2 et 3. Une civilisation de niveau 1 a peut-être une avance de 100, 200 ans sur la nôtre. Elle contrôle l'énergie planétaire, tout ce qui relève de la planète. Le climat, peut-être même l'énergie volcanique ou sismique sont sous contrôle. Éventuellement, ces connaissances vont se multiplier par un facteur de 10 milliards pour lui permettre de contrôler l'énergie d'une étoile. De tels êtres contrôleraient alors les éruptions solaires et passeraient au stade d'une civilisation de niveau 2, qui peut se balader à travers sa galaxie. Elle dispose du pouvoir de la fusion thermonucléaire, le pouvoir des étoiles elles-mêmes. Éventuellement, ces êtres dépasseront le pouvoir d'une étoile pour devenir galactiques. Nous aurons alors affaire à une civilisation de niveau 3, qui dispose d'un accès prodigieux à d'immenses régions de notre galaxie. Une civilisation de niveau 2 est 10 milliards de fois plus puissante qu'une civilisation de niveau 1. Et une civilisation de niveau 3, 10 milliards de fois plus puissante que celle du niveau 2. Mais sur cette échelle, où nous situons-nous? Nous sommes de niveau 0. Nous puisons notre énergie dans des plantes mortes. Nous ne pouvons que spéculer sur ce que serait une civilisation planétaire où nous pourrions puiser notre énergie dans les volcans, les tremblements de terre et changer le climat à volonté. Mais si de telles civilisations existent dans l'univers, quelle que soit leur forme, comment peut-on percevoir leur présence? Au début des années 1960, soucieux de répondre à cette question, des scientifiques ont mis sur pied un ambitieux projet d'écoute de l'espace, le projet SETI, acronyme pour Search for Extraterrestrial Intelligence. L'idée était d'utiliser des radiotélescopes pour écouter le vide interstellaire dans l'espoir d'y capter un signal radio d'origine extraterrestre. Sur Terre, nous utilisons nous-mêmes des ondes radio dans presque toutes nos communications. Des extraterrestres habitant par exemple autour de l'étoile Zeta du Réticulé, située à quelques 30 années-lumière de la Terre, et se livrant au même exercice, pourraient maintenant capter les résidus radio de nos vieux épisodes d'Hawaii 5.0 ou des envahisseurs. Pour leur écoute, les chercheurs du SETI ont dû également choisir une longueur d'onde précise. Par commodité, les astrophysiciens ont opté pour une longueur d'onde équivalente ou proche à celle de l'hydrogène, l'élément le plus répandu dans l'univers, soit 1420 MHz. Depuis, l'espace s'est montré désespérément silencieux.
Mis à part quelques anomalies comme ce signal capté le 15 août 1977 et baptisé signal WOW, le projet SETI n'a enregistré aucun signal qui pourrait être interprété de façon irréfutable comme un message en provenance d'une intelligence extraterrestre. L'échec apparent du projet SETI a amené plusieurs scientifiques à conclure en l'inexistence de civilisations avancées dans le cosmos. Une conclusion que certains jugent plutôt prématurée. Plusieurs scientifiques se réfèrent au programme SETI et disent « Voyez, nous avons scruté le ciel et nous n'avons découvert aucun indice d'une vie intelligente dans le cosmos. » Eh bien, je ne crois pas que ce soit exact. Je ne crois pas qu'au cours des 100 prochaines années, nous soyons même en mesure de détecter quelques signaux significatifs en provenance de l'espace. D'abord, nos observations portent sur une zone qui ne couvre qu'une centaine d'années-lumière autour de notre planète Terre, alors que le diamètre de notre galaxie fait plus de 100 000 années-lumière, et que les autres galaxies sont distantes de dizaines de millions d'années-lumière. Ainsi, n'avons-nous observé qu'une infime région de notre galaxie. Deuxièmement, nos observations ne portent que sur des fréquences proches de celles de l'hydrogène. C'est idiot. Cela nous ramène à la vieille blague du type qui a perdu ses clés. Une personne qui perd ses clés va souvent les chercher au pied d'un lampadaire. Mais si vous lui demandez « Pourquoi cherchez-vous vos clés près du lampadaire alors que vous les avez perdues là-bas ?» Cette personne va vous répondre « Parce qu'ici, c'est éclairé. Il n'y a pas de lumière là-bas, alors c'est plus pratique de chercher ici. » Nous nous servons de la fréquence de l'hydrogène parce que c'est commode. Mais les scientifiques ne croient pas que les extraterrestres communiquent entre eux sur la fréquence qui est celle de l'hydrogène. Ils utilisent peut-être une technologie laser. Et nous avons à peine commencé à chercher sur d'autres fréquences. En conséquence, nous devons analyser tout le spectre. Par ailleurs, lorsque nous communiquons sur des distances importantes, il nous arrive de prendre un signal et de le fractionner en segments. Ensuite, nous envoyons chaque segment séparément et le signal se reforme à l'autre bout. C'est ainsi que fonctionne Internet, par exemple. Chaque courriel est fractionné et ces morceaux sont relayés dans diverses villes pour finalement se réassembler chez le destinataire. Mais si vous deviez intercepter un fragment de ce courriel, vous seriez face à quelque chose d'absurde, une sorte de charabia incompréhensible. Ainsi, dans le cosmos, ils envoient probablement leurs signaux non pas sur une seule fréquence, mais sur tout le spectre, de manière à ce que le message en entier ne soit pas intercepté par le passage d'une étoile, par exemple. Et à l'autre bout, ils réassemblent le signal. Maintenant, si vous deviez intercepter une portion de ce signal, ce serait là aussi un charabia incompréhensible. En d'autres mots, nous pourrions être au beau milieu d'une conversation intergalactique et nous ne nous en rendrions même pas compte. Notre technologie est si primitive que nous n'observons qu'une seule fréquence, alors que n'importe quelle civilisation avancée enverrait ses messages en utilisant toutes les fréquences, dans le but de compenser pour le passage des étoiles, les explosions stellaires et les interférences de toutes sortes. C'est simplement de la science appliquée. Quoi qu'il en soit, les chercheurs ont trop souvent tendance à imaginer la science extraterrestre sur les bases de ce que nous pouvons faire, et non pas sur la base de ce qu'une civilisation de niveau 3 qui a des millions d'années d'avance sur nous peut faire. Pour plusieurs férus d'histoire d'OVNI, l'attitude scientifique peut paraître paradoxale. Alors que des efforts sont déployés pour écouter l'espace à la recherche de signaux extraterrestres, la communauté scientifique se montre très peu intéressée par le phénomène des ovnis. Même si par souci d'objectivité on reconnaît qu'il n'y a pour l'instant aucune preuve solide que ce phénomène soit lié à la visite d'extraterrestres, l'hypothèse n'en reste pas moins tout à fait légitime. Malheureusement, trop de scientifiques continuent de voir dans cette interprétation qu'un fantasme populaire. Et à leur décharge, ils évoquent le paradoxe de Fermi. Il y a 50 ans, le physicien italien Enrico Fermi, prix Nobel de physique et compagnon d'Einstein, posait la question. Si les extraterrestres existent, alors pourquoi ne sont-ils pas déjà ici? Par cette question, Fermi voulait attirer l'attention de ses collègues sur le fait que si la vie était aussi répandue dans le cosmos qu'on le croyait, il était alors raisonnable d'imaginer des civilisations largement en avance sur nous. Plusieurs d'entre elles devaient avoir atteint un niveau de technologie leur permettant de nous rendre visite. Or, compte tenu que les extraterrestres n'ont pas encore débarqué chez nous, disait Fermi, c'est qu'ils n'existent pas. Ce postulat plutôt radical est passé dans le discours scientifique comme le paradoxe de Fermi. De là à considérer ces histoires de rencontres avec des extraterrestres comme du délire, il n'y a qu'un pas. Quant à la crédibilité ou à l'évaluation de la crédibilité de ces témoignages, on a mentionné le mot de Enrico Fermi qui disait, écoutez, là, si les extraterrestres nous avaient visités, ils nous visitaient, on ne serait pas ici à en discuter.
ce serait tellement évident. Ben, qu'on pense, par exemple, lorsque les Européens sont arrivés en Amérique au 15 et 16e siècle, ça n'a pas pris des années pour que les gens de la côte ouest sachent que quelque part dans le golfe du Saint-Laurent, des caravelles s'étaient pointées. Ce serait le même phénomène. Si jamais il y avait eu des visites d'extraterrestres sur la Terre, qui a priori sont très improbables, bon, ils seraient à la télé. Ils sont quand même pas si timides. La faiblesse du paradoxe de Fermi, c'est qu'il pose le problème des visites extraterrestres en fonction de nos attentes et non en fonction de la réalité. Les extraterrestres sont peut-être déjà là, à notre insu. Nous connaissons tous le fameux paradoxe de Fermi qui dit « Si les créatures extraterrestres existent, alors où sont-elles » Eh bien, je vous donne un exemple. Supposons que vous ayez une fourmilière au milieu d'un bois et que tout près de cette fourmilière, on construise une super autoroute à 10 voies. La question revient à savoir si les fourmis seraient en mesure de communiquer et de comprendre ce qu'est une super autoroute à 10 voies. Est-ce que ces fourmis seraient en mesure de comprendre la technologie et de saisir les intentions de ceux qui construisent cette super autoroute juste à côté de leur fourmilière? Supposons maintenant que nous nous penchions sur ces fourmis et que nous leur disions « Nous allons vous apporter des bibelots et de la verroterie. Nous allons vous apporter le savoir, l'énergie nucléaire, la technologie génétique. Nous allons vous apporter l'utopie. Présentez-moi votre chef. » Est-ce là ce que vous dites lorsque vous rencontrez des fourmis? Non. La plupart des gens en piétinent simplement quelques-unes. Supposons maintenant que nous soyons une civilisation de niveau 0 face à des êtres appartenant à une civilisation de niveau 3 qui peuvent naviguer à travers la galaxie et qui ont peut-être des millions d'années d'avance sur nous. L'écart entre nous et les fourmis est en gros proportionnel à celui existant entre nous-mêmes et une civilisation de niveau 3. En d'autres mots, nous sommes si arrogants, si prétentieux, que nous nous disons « ils doivent nous visiter ». Nous sommes si importants qu'ils vont interrompre leurs affaires uniquement pour nous apporter un peu de super technologie. Je ne crois pas. Revenons à nos fourmis. Si elles regardent la super autoroute, elles ne sauront même pas ce qu'est une autoroute. Elles ne seront même pas en mesure de détecter la présence d'une autoroute et d'en comprendre le principe de communication. Et même si elles en étaient capables, croyez-vous que les fourmis se diraient « Pourquoi ne viennent-ils pas nous visiter? Pourquoi ne viennent-ils pas nous offrir cette fabuleuse technologie humaine? » Je ne crois pas. Mais au-delà de cette question de perception, les scientifiques évoquent aussi des problèmes purement physiques pour discréditer l'hypothèse des visites extraterrestres. Leur principal argument, c'est bien sûr ces immenses distances qui séparent les étoiles et qui semblent a priori infranchissables, même à des vitesses proches de celles de la lumière. En physique, il existe quelque chose qu'on appelle le facteur Gödel, et qui fait en sorte que quiconque parle d'OVNI va se faire éjecter de la communauté scientifique. La recherche sur les ovnis est une activité de troisième ordre. Et tout chercheur qui ose toucher à ce sujet voit sa carrière scientifique électrocutée. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il nous faut aborder ce sujet dans une perspective à très long terme. Plusieurs hommes de science disent « Les étoiles sont tellement loin, à des centaines, des milliers d'années-lumière, que toute forme d'intelligence mettrait des milliers d'années pour atteindre la Terre, rendant la chose pratiquement impossible. » Je crois que c'est une erreur. Nous présumons que ces créatures extraterrestres n'ont qu'un ou 2 siècles d'avance sur nous. Et il est là le problème. Einstein a dit que la vitesse de la lumière est la vitesse ultime, qu'on ne peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. C'est la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Mais nous devons aller au-delà d'Einstein, nous référer à la théorie générale de la relativité, où nous croyons qu'il est possible d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et même au-delà de ça, à la théorie quantique, à la théorie des champs unifiés, où toutes nos croyances sont à réviser. Alors je crois que l'erreur fondamentale que font plusieurs scientifiques est de présumer que les extraterrestres n'ont que 100 ou 200 ans d'avance sur notre civilisation, plutôt que des milliers, voire des millions d'années d'avance sur la nôtre. Et si les extraterrestres ne venaient pas d'une autre planète, mais plutôt d'une dimension inconnue de notre espace? Une sorte d'univers parallèle hors de notre portée. Il y a à peine 5 ans, un tel concept aurait passé pour du délire. Pourtant, aujourd'hui, avec l'avènement de la physique quantique,
notre vision de l'univers s'est élargie. Lorsque j'étais enfant, j'avais l'habitude d'aller dans les jardins du salon de thé japonais à San Francisco pour y observer les poissons, les carpes, qui vivaient dans un petit étang peu profond. Je regardais ces poissons et je me demandais à quoi cela pouvait ressembler que de vivre en 2 dimensions. Ces poissons ne pouvaient se déplacer que d'avant en arrière ou de gauche à droite. Et je me disais que ça doit être un univers étrange. Le concept de la hauteur, de la 3e dimension, leur était totalement étranger. J'aurais pu coller mon nez sur ces poissons et ils n'auraient jamais su qu'il y avait quelque chose qui s'appelle l'hyperespace. Aujourd'hui, beaucoup de physiciens croient que nous sommes ces poissons. Nous nous déplaçons d'avant en arrière, de gauche à droite, de haut en bas, et nous nous disons, c'est tout ce qui existe. Ce que nous voyons est tout ce qui existe. Quoi qu'il en soit, nous croyons maintenant qu'il existe une théorie du « tout est possible » qui nous permettrait en quelque sorte de lire la pensée de Dieu, comme le disait Albert Einstein. Nous croyons qu'il existe une théorie supérieure qu'on appelle la théorie M, et où il existe 11 dimensions. Des dimensions où nous avons des fils et des membranes animées de pulsations. Et nous croyons maintenant que notre univers n'est rien d'autre qu'une petite bulle, une bulle qui flotte dans un hyperespace infiniment plus grand. En d'autres mots, les cosmologues ne croient plus en ce concept d'univers. Nous croyons désormais en un concept de multivers, de mégavers, formé d'une infinité de bulles qui apparaissent constamment et se gonflent sous l'effet d'un Big Bang. En somme, notre univers pourrait bien coexister avec un océan d'autres univers. Il y a 5 ou 10 ans, cette notion était considérée comme bizarre, relevant de la science-fiction. Plus maintenant. Les indices accumulés au cours des 5 dernières années sont pratiquement concluants. Nous connaissons un facteur qui s'appelle l'inflation et qui relève du fait que notre univers prend de l'expansion dans plusieurs directions, une expansion très subite et très rapide. La seule manière d'expliquer cette expansion est de prendre pour acquis que notre univers est une bulle qui coexiste avec d'autres bulles dans un système multivers, dans un méga assemblage d'univers. Un univers d'univers. On se croirait en pleine science-fiction. Et pourtant, depuis quelques années, de nouvelles découvertes ont réduit considérablement le fossé entre la science et la science-fiction. Des généticiens écossais ont pratiqué le clonage de la brebis Dolly. Des chercheurs américains, britanniques et danois ont réussi la téléportation des caractéristiques d'un photon, un atome de lumière. Certes, nous sommes encore loin du célèbre Beam Me Up Scotty de Star Trek, mais c'est déjà un pas vers cette téléportation imaginée par Gene Roddenberry. Que nous réserve l'avenir? À quoi ressemblera la science de l'an 3000? À quoi peut bien ressembler la science d'une civilisation jouissant d'une avance technologique de 100 000 ans? Dans Star Trek et d'autres films de science-fiction, nous observons l'émergence d'une civilisation de niveau 2. La Fédération des planètes est de niveau 2. Ils ont colonisé une petite portion de notre galaxie, mais ils vivent dans la crainte d'une civilisation de niveau 3, qu'on appelle les Borg dans l'émission. Les Borg sont typiques d'une civilisation de niveau 3. Ils sont galactiques. Ils se déplacent à volonté d'un système solaire à l'autre à travers la galaxie. Nous, les physiciens, nous cherchons attentivement des civilisations de niveau 1, 2 ou 3 dans le cosmos. Une civilisation de niveau 2, par exemple, disposerait éventuellement de ce qu'on appelle une sphère de Dyson. Une sphère de Dyson peut encapsuler une étoile entière, de manière à utiliser toute l'énergie émise par cette étoile, ce qui correspond à 10 milliards de fois l'énergie contrôlée par une civilisation de niveau planétaire, une civilisation de type 1. Nous les avons cherchés, et même s'ils essaient de se dissimuler, de se cacher, ils doivent tout de même obéir à la deuxième loi de la thermodynamique, c'est-à-dire que l'énergie perdue doit émettre de la chaleur, un rayonnement infrarouge. Nous les avons cherchés. Nous avons recherché la signature infrarouge d'une sphère de Dyson dans l'espace. Malheureusement, nous n'avons toujours pas découvert de traces de civilisation de niveau 1, 2 ou 3. Mais nous, les physiciens, lorsque nous scrutons l'espace, nous ne cherchons pas de petits bonshommes verts. Nous cherchons ces civilisations en nous appuyant sur l'énergie. Une énergie qui a des centaines, des milliers, des millions d'années d'avance sur la nôtre. Une civilisation de niveau 1 a 100, 200 ans d'avance sur la nôtre. Nous pouvons déjà en apercevoir le début. L'Internet est la phase naissante d'un système téléphonique de niveau 1. L'Union européenne représente l'émergence d'une économie de niveau 1. L'anglais et quelques langues européennes représentent les fondations d'un langage de niveau 1.
Une civilisation de niveau 2 est peut-être plus avancée que la nôtre de 5 000 ou 10 000 ans. Parce qu'avec une simple croissance moyenne de 3% de leur produit intérieur brut, ils auront fini, au bout de 10 000 ans, par accéder à l'énergie stellaire. Une civilisation de niveau 3 aurait une avance de 100 000 à 1 million d'années sur la nôtre. Mon raisonnement est très simple. Lorsqu'on regarde dans l'espace, on ne peut pas juger de la présence d'extraterrestres en utilisant une technologie de niveau 0, car nous présumons que les extraterrestres ne seraient rien d'autre qu'une forme avancée de civilisation de niveau 0. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on atteint au statut de niveau 3, on a accès à ce qu'on appelle l'énergie de Planck. L'énergie de Planck, c'est 10 milliards d'électronvolts à la puissance 19, c'est-à-dire 1 suivi de 19 zéros. C'est 1 quadrillion de fois plus puissant que le plus puissant de nos accélérateurs de particules. Au niveau de l'énergie de Planck, il devient possible de replier le temps comme un pretzel, de poinçonner un trou dans l'espace et d'émerger dans la 11e dimension. Récemment, quelques astrophysiciens ont également proposé l'existence de trous de verre pour résoudre le problème des immenses distances interstellaires. Ces trous de verre seraient en quelque sorte des tunnels permettant de passer d'un point A de l'univers à un point B, et ce en empruntant un raccourci, un chemin des écoliers pour voyageurs intersidéraux. Dans la théorie de la relativité d'Einstein, l'espace-temps est comme un tissu, comme une feuille de papier. Et ce dont Einstein lui-même avait pris conscience, c'est que cette feuille de papier peut se replier sur elle-même pour nous donner des raccourcis dans l'espace et dans le temps. En d'autres mots, si nous prenons une feuille de papier, nous savons tous que le plus court chemin entre deux points est la ligne droite. Mais nous savons aujourd'hui que c'est faux. La plus courte distance entre deux points est un trou de verre, un couloir spatio-temporel. En somme, si vous arrivez à déchirer l'espace-temps, vous pouvez, comme dans le cas d'une balade en métro, prendre un raccourci à travers l'espace et le temps. Einstein avait réalisé cela et conçu ce que nous appelons aujourd'hui les ponts de Rosen, des ponts entre deux points dans l'espace-temps. La plupart des gens connaissent cette théorie sous le nom du miroir d'Alice. Alice était face à un miroir et en passant la main à travers du miroir, elle est passée de l'autre côté, au pays des merveilles. Dans les équations d'Einstein, nous trouvons plusieurs propositions, des centaines de propositions, où nous retrouvons cette théorie des ponts de Rosen. Examinons par exemple un trou noir. Si nous avons affaire à un trou noir en mouvement, celui-ci ne prend pas la forme d'un point, mais celui d'un anneau de neutrons. Et cet anneau de neutrons forme le cadre du miroir d'Alice. Ainsi, si vous entrez dans cet anneau et que vous arrivez à le traverser, il se pourrait bien que votre main traverse dans un autre univers. Il y a toutefois des problèmes avec les couloirs spatio-temporels, le principal étant la stabilité. Nous ne sommes pas certains qu'ils soient stables. Nous devons donc nous en remettre à la théorie quantique pour calculer si nous pouvons voyager à travers le trou noir lui-même. Maintenant, je dois préciser que les astrophysiciens ont découvert une trentaine de trous noirs dans le cosmos et que tous tournent sur eux-mêmes à une vitesse d'environ 1 million de milles à l'heure. Nous croyons qu'en plein centre se trouve un anneau de neutrons et que si nous arrivons à atteindre et à pénétrer le cœur de cette cible, nous pourrions peut-être atteindre un autre univers. Sommes-nous visités par des extraterrestres? D'après les plus récentes statistiques, près d'un Américain sur 2 croit que oui. Si les ovnis sont liés à ces visites d'outre-espace, on ne peut que se réjouir de leur bienveillante discrétion. L'histoire montre en effet que les rencontres entre sociétés trop éloignées au plan technologique engendrent généralement le chaos et toujours au détriment de la société la plus primitive. Arthur C. Clarke a dit un jour qu'une intelligence extraterrestre existe ou qu'elle n'existe pas. Chacune de ces deux hypothèses est également terrifiante. Il est terrifiant en effet d'imaginer qu'il n'existe pas d'autres formes d'intelligence dans l'univers, car alors nous serions seuls. Par ailleurs, il est tout aussi terrifiant d'imaginer qu'il puisse exister d'autres espèces intelligentes, car dans ce cas, nous ne connaissons pas leurs intentions. Pensez à ce qui s'est produit lorsque Cortés a rencontré Montezuma à Mexico. Les Aztèques avaient peut-être 500 ou 1000 ans de retard sur la technologie européenne. Cortés disposait de la poudre à canon, empruntée aux Chinois. Il avait des chevaux et une technologie en avance de quelques siècles, peut-être de 1000 ans, sur celle des Aztèques.
La civilisation aztèque, qui existait depuis 10 000 ans, depuis la dernière glaciation, s'est effondrée en l'espace de quelques mois. C'est ce qui se produit lorsque deux civilisations se rencontrent et que l'une d'elles est en avance sur l'autre d'à peine quelques siècles, mais qu'elle a des intentions malveillantes. Je crois que si une civilisation en avance de quelques millions d'années sur la nôtre devait un jour nous rencontrer, nous ne serions peut-être que des fourmis à leurs yeux. Si nous avions à construire une super autoroute à 10 voies et qu'il y ait une fourmilière sur sa trajectoire, que feraient les ouvriers, croyez-vous? Ils n'y réfléchiraient même pas et couleraient leur ciment sur la fourmilière. Maintenant, mon opinion personnelle est la suivante. Ils sont là. D'ailleurs, beaucoup de mes amis croient également qu'ils sont là. Ce qui nous divise, c'est de savoir s'ils ont ou non la possibilité d'entrer en contact avec nous. S'ils ont acquis les moyens de naviguer durant des millions d'années-lumière à travers les galaxies et les systèmes solaires. Quoi qu'il en soit, la plupart des physiciens croient au fond d'eux-mêmes qu'ils sont probablement là. Et que lorsqu'ils nous rencontreront, qu'une rencontre du troisième type se produira, il ne nous restera plus qu'à espérer qu'ils soient bienveillants. Qu'ils soient de niveau 3, qu'ils soient au-delà du niveau planétaire. Au moment présent, nous sommes de niveau 0. Nous sommes encore embourbés dans ces notions sectaires, fondamentalistes, haineuses qui nous viennent du cloaque. Nous sommes à peine sortis du cloaque et nous portons toute la sauvagerie de nos origines. Mais lorsque nous aurons atteint le niveau 1, nous deviendrons intéressants, civilisés, une civilisation planétaire capable d'aplanir ces conflits, capable de surmonter ces différences sectaires, nationalistes et régionales. Mais une civilisation de niveau 3 aura eu, elle, des millions d'années pour surmonter ces tendances agressives. Ainsi, je crois que si nous rencontrons une civilisation de niveau 3 dans l'espace, ce ne sera pas comme la rencontre de Cortés et de Montezuma. Peut-être seront-ils bienveillants. Peut-être reconnaîtront-ils qu'une forme de vie intelligente est précieuse et que la matière première la plus importante de l'univers est l'intelligence et la conscience. Si les extraterrestres nous visitent, que cherchent-ils? En quoi une civilisation aussi primitive que la nôtre peut-elle les intéresser? Aujourd'hui, la physique quantique nous dépeint un univers beaucoup plus complexe et dynamique que nous l'imaginions. Nous ne parlons plus d'univers au singulier, mais de méga-univers au pluriel. La vitesse de la lumière n'est plus un dogme, mais une simple variable dans une équation sans cesse reformulée. Les scientifiques qui jusqu'alors discréditaient les témoignages ovnis sous prétexte que les visites extraterrestres étaient une utopie, doivent à présent revoir leurs arguments. S'il est vrai que les données recueillies jusqu'à maintenant sur les ovnis ne permettent pas de favoriser l'hypothèse extraterrestre plus qu'une autre, la science, en revanche, ne permet plus de l'exclure. On est conscient que des visites interplanétaires ou interstellaires demandent des outils et des moyens qui dépassent largement la technologie qu'on connaît sur Terre aujourd'hui. On fait appel à des phénomènes quantiques, à une reformulation de la relativité générale, à la possibilité d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Tout ça est raisonnable. C'est pas moi qui va vous dire que la science d'aujourd'hui est terminée et que dans 100 ans ou 1000 ans, on n'en saura pas beaucoup plus. Okay? Donc, c'est une question de moyens. Je pense que éventuellement, si une civilisation réussit à survivre, à se développer suffisamment longtemps, elle trouvera les moyens de faire des explorations interstellaires. La grande question est de savoir est-ce qu'il y a assez de ces civilisations-là et est-ce qu'elles seront assez sages pour durer assez longtemps. Nous avons déjà, nous les Terriens, envoyé 2 sondes, les sondes voyageurs, qui sont maintenant sorties du système solaire et qui s'approcheront dans quelques dizaines de milliers d'années d'étoiles autres que le Soleil. Donc, on est capable quand même d'envoyer une petite plaque avec le dessin d'un homme et d'une femme en disant « Bonjour, bonjour, nous sommes là ». Bon, que ça tombe au bon endroit, on peut en douter. Mais la probabilité est faible. Nous ne sommes pas encore prêts à construire des engins qui permettraient de prendre tout un écosystème et de le mettre en voyage interstellaire. Vous voyez, ces voyages-là, on peut faire appel à des vitesses extrêmes, mais on parle de milliers d'années, plusieurs centaines d'années. Alors, il faut tout un écosystème. Et il faut l'agriculture, c'est un peu comme mettre en orbite pour le faire, je ne sais pas, l'île de Montréal, avec sa population qui pourrait se reproduire et tout ça.
on n'en est pas là. Mais ça pourrait éventuellement se produire. Si on est encore une civilisation technologiquement et humainement viable dans 10 000 ans, pourquoi pas?